un petit essai en analyse comparative sur comment on négocie avec les Russes. Une entreprise qui produit des voitures, que je ne nommerai pas, mais vous devinerez rapidement laquelle, décide de s'installer en Russie. Et ils ont le bon sens de m'écouter quand ils viennent me voir en 96, je leur dis non, c'est pas la peine, il y a une telle surévaluation du rouble que vous n'y arriverez pas, qu'en fait, les voitures qui sont construites en Europe seraient moins chères en réalité que de les construire en Russie, donc ça n'a pas de sens, sauf si vous vouliez produire des voitures. Alors je dis, bon, une voiture de luxe, c'est pas vraiment le style de votre maison, vous pouvez peut-être produire une voiture un petit peu vroom vroom pour le fils de l'oligarque. Ça peut marcher, en plus il y a une certaine tradition française, on sait faire un petit peu ça, mais ça serait un marché de niche de toute manière. Par contre, on recommence à négocier ensemble à partir de début octobre 98. Et voilà, là maintenant, ça va être possible. Le rouble s'est effondré et il va rester bas pour au moins 6 à 7 ans. Donc, ce qui veut dire que produire en Russie va devenir intéressant plutôt que... Donc, ils veulent construire une usine à Moscou, ils commencent les négociations, ils commencent les travaux, et premier problème, ils se rendent compte qu'ils ont 6 ou 7 législations de sécurité différentes à satisfaire. Il y en a une de la ville de Moscou, il y a une autre de l'oblast de Moscou, il y a la législation fédérale du ministère de l'Industrie, il y a la législation fédérale du ministère des situations d'urgence, etc., etc. Ils n'en sortent pas, parce que chaque réglementation a évidemment ses contradictions. Bon. S'il y a ce problème, la seule solution, monter au chef. Votre dirigeant a des relations plutôt bonnes avec Vladimir Poutine. On était en octobre 2000. Allez voir personnellement Poutine. Effectivement, voilà, il lui explique. Et Vladimir Poutine voulait que des entreprises étrangères s'installent dans toutes les séries de secteurs. Et dit voilà, on est tout à fait d'accord, on est d'accord, on va respecter la législation fiscale, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on sache à quelle réglementation on doit se plier. Là, vous voyez, il y a un petit problème de conflit de réglementation. Pareil, Vladimir Vladimirovitch se gratte le crâne et dit oui, effectivement, un problème. Et 3 mois après, des autorités russes ont dit voilà, les entreprises qui s'installent dans le secteur de l'automobile devront satisfaire telle réglementation. Ça l'est dit. 2 ans et demi après, même problème, ils viennent vers moi et me disent on a un problème. Bon, les Russes ont mis des droits de douane sur les importations de voitures, c'est très bien, bon, mais il y a un problème avec l'absence de droits de douane sur les voitures d'occasion. Et il y a un gros trafic qui se développe, qui est en train de pourrir le marché. Mais attendez, est-ce que vous avez, à qui vous êtes-vous adressé? Ouais, vous avez parlé avec des gens du commerce extérieur. Ce genre de décision ne peut pas relever d'une décision qui est prise au niveau des ministères, qui plus est un ministère comme le commerce extérieur, qui n'est pas un ministère particulièrement haut dans la hiérarchie russe. Il va encore falloir que vous passiez par la présidence. Mais là, avant de passer directement par le président, il faut préparer un petit peu le terrain et il faut voir les conseillers du président. Donc on organise un petit déjeuner dans la grande salle, vous savez, du métropole. Peut-être que ça dans tout sens. Il y a la personne qui joue de la harpe. Bon. Bien, on s'est retrouvés, moi et le représentant de l'entreprise, 2 personnes qui venaient de l'administration présidentielle, et on leur a expliqué. Mais très simplement, enfin, voilà, le problème c'est ça, c'est l'influence du fait qu'il n'y ait pas de mesures sur les voitures d'occasion.
6 mois après, il y avait le dépôt d'une proposition de loi fixant, je crois, à 30% les droits de douane sur les voitures d'occasion qui rentraient en Russie. Donc, à chaque fois, c'est quand on est face à un type de problème qui a une importance stratégique pour le pays, il ne faut pas chercher à négocier avec un troisième ou un deuxième niveau, d'emblée, aller voir au plus haut. Et ça peut se reproduire après dans des autres niveaux de négociation. Évidemment, on peut toujours négocier à ce niveau-là, mais il vaut toujours mieux négocier directement avec la personne qui a la responsabilité du dossier, qui a le pouvoir, qui est par exemple le dirigeant de l'entreprise, avec lequel vous pouvez avoir un problème de bornage, un problème de frontière, ça arrive. Il vaut toujours mieux négocier d'emblée avec cette personne et dire ok, on va, et on met les choses sur la table, plutôt que de chercher à passer en respectant la chaîne hiérarchique, etc. Parce que s'il y a bien une chose qui existe en Russie, c'est le fait que les chaînes hiérarchiques, c'est parfait quand on veut ne pas prendre de décision. C'est pas exactement la formule de Clémenceau, quand je veux enterrer un problème, je crée une commission. Enfin, ça y ressemble beaucoup. Disons, c'est la version russe de ça. Et donc, il faut repérer, à chaque fois, quel est l'interlocuteur qui a réellement le pouvoir. Là, dans ce cas-là, de fait, ça ne pouvait être qu'au niveau, je dirais, suprême de la direction. C'était au niveau de la présidence que ça allait se régler. Mais dans tout cas, c'est à l'évidence pas le cas. Mais il faut toujours chercher à repérer la personne la plus élevée qui a le pouvoir. Et chercher à rentrer directement en contact avec elle. Après, si elle ne veut pas, c'est aussi un signe. C'est qu'elle ne veut pas négocier. Vous de savoir quelle sera votre réaction. Est-ce que vous vous retirez du marché ou est-ce que vous commencez à dire bon, tu veux me marcher sur les pieds, je vais peut-être te marcher sur les pieds aussi. Et on construit un rapport de force. Mais globalement, l'idée c'est les belles chaînes de responsabilité hiérarchique imbriquées, c'est très beau sur le papier, on oublie dans la réalité. Et ça renvoie à un fait d'anthropologie très ancienne russe. En Russie, les gens qui détiennent un pouvoir ne le détiennent pas du fait du droit, ne le détiennent pas du fait de leur position à un moment donné dans la société, mais ils le détiennent du fait du dirigeant. En Russie, si vous voulez, c'est la différence avec la France. Ce qu'on appelle la noblesse russe, elle a été créée, grosso modo, par Pierre le Grand. C'est des gens qui ont dit tu seras prince, tu seras comte, tu seras bon, et tu auras tel ou tel, parce que moi je le veux. Parce que tu m'as servi, parce que je te récompense. Mais c'est pour cela que tu seras. Et ce n'est pas des choses qui sont beaucoup plus enracinées dans l'histoire et qui donnent donc une certaine autonomie de décision aux responsables. C'est pour cela que dans l'anthropologie de la décision en Russie, il faut toujours repérer la personne qui a le pouvoir, la personne la plus élevée, et celle qui a le plus de moyens d'agir, et aller la voir.